Bonjour à tous, merci d'être là bien nombreux. Il reste encore quelques sièges de libre, surtout devant. Nous avons 45 minutes pour parler de Energy Harvesting, donc c'est des mots un peu barbares, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet, donc merci et bravo. Avec nous, on a 3 représentants d'entreprises qui sont spécialisés dans le Energy Harvesting. Donc ils vont se présenter, mais nous avons d'abord Alban. Enchanté. Eric. Enchanté. Et John. Enchanté. Et la première question, justement, pour qu'ils se présentent dans l'ordre, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu en 2 mots la société, votre technologie et en quoi vous harvestez de l'énergie? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alban Thierry, je suis ingénieur électronique. Et donc à BUFC, on crée de l'électricité avec du papier et des enzymes. Donc on harveste le sucre et l'oxygène. C'est une technologie de pile à combustible en fait. Où on utilise des enzymes pour oxyder le glucose et réduire l'oxygène afin de créer un flux d'électrons. Et donc votre entreprise existe depuis quand? Donc l'entreprise a été créée en mai 2020, donc on est tout récent. On est un spin-off du CNRS de Grenoble. Merci. Eric. Alors moi je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle YoWinlock. C'est une société qui développe et commercialise aujourd'hui une solution de traçabilité relativement unique qui permet d'identifier et de localiser des dizaines de milliers de produits dans les flux de production, dans les flux logistiques, donc d'identifier les produits comme le fait le RFID, mais en plus de fournir une précision, une localisation de précision en continu sur le flux. Et pour pouvoir faire ça, en fait, le seul moyen, c'est d'avoir une étiquette très bas coût. Qui dit très bas coût dit sans pile, sans PCB. Et quand on a regardé à l'époque sur le marché pour voir quels étaient les systèmes de collecte d'énergie qui étaient exploitables, il y en a 4 concrètement. Il y a du solaire, enfin 5 même avec celui que je ne connaissais pas ici. Il y a du solaire, il y a du vibratoire, du différentiel de température et de la radio. Quand on regarde des environnements type entrepôt, notre univers qui est l'entrepôt ou le site industriel, le seul exploitable en continu dans le flux et de manière fiable est le système de collecte radio. Donc on a investi dans 2 puces qu'on a développées sur la partie collecte, mais derrière se poser une toute question, c'était si on a une collecte de radio extrêmement efficiente, comment on fait pour arriver à énergiser suffisamment une puce d'émission standard classique du marché, type BLE ou LoRa ou d'autres. Et c'est là on a posé la question du choix de la techno. On a fait un choix de technologie qui s'appelle l'UWB et on a développé une puce, un UWB, très 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 basse consommation aussi associée. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être les premiers au monde qui déploient une solution de localisation en full passif, sans pile, dans des sites industriels de nos clients en Europe et aux États-Unis. Donc sur le thème du Energy Harvesting, en fait, pour être clair, votre produit, vous avez développé une puce qui, avec les ondes captées dans l'environnement de l'entrepôt, génère assez d'électricité pour votre système. Alors, soit c'est des ondes environnantes, soit c'est des ondes qu'on génère avec des générateurs RFID standards. On ne réinvente pas la roue, c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs RFID qui énergisent en général sur des ondes, en Europe c'est du 868 MHz. On se sert de ces sources standards d'énergisation qui sont placées à 3 mètres de haut typiquement et qui vont énergiser sur un rayon de 20 mètres nos étiquettes. Merci. Et pareil, YoWinlock existe depuis quand? Donc on a été créé au sein du BizLab d'Airbus en 2015, donc ça fait 6 ans de ça. C'est une équipe de 25 collaborateurs et on a une filiale maintenant aux États-Unis depuis peu avec nos premiers clients qui sont Apple et Prologis. Et vous êtes basé à Toulouse. À Toulouse. Merci. John. Donc John Fisk, Business Development Manager pour ASCA, donc qui est filiale du groupe Armor. Et donc Armor, il y a une dizaine d'années, donc fort de son expertise industrielle sur alors un mot un petit peu barbare qui est l'induction transfert thermique, qui sert essentiellement à imprimer les consommables pour tout ce qui va être la logistique et les étiquetages code-barre. Et c'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait développer sur base de notre expertise pour promouvoir, on va dire, le développement durable et la transition énergétique. Et donc ils se sont dit, on va développer du film photovoltaïque, donc qui est assez proche en termes de process industriel, c'est-à-dire qu'on va enduire des polymères photosensibles sur un film très fin, ce qui nous permettra d'avoir justement une sorte de module photovoltaïque qui va être très léger, flexible et qui aujourd'hui pourra prendre n'importe quelle forme.
Et on s'est rendu compte, justement, dans ces 10 dernières années, dans lesquelles il y a eu un développement de la technologie et de l'outil industriel, que l'organique photovoltaïque permettait de collecter de l'énergie, justement, en faible luminosité et également en lumière artificielle, contrairement au photovoltaïque silicium qui, en dessous d'un certain seuil de luminosité, ne produira plus rien. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'adresser le marché de l'électronique, de l'IoT, justement pour rendre les capteurs totalement autonomes et, et du coup limiter l'usage des batteries et la maintenance associée. Merci. Et donc, ASCA Sensor, vous existez depuis combien de temps? Alors, on est issu d'à peu près une dizaine d'années de R&D du groupe Armor. Et aujourd'hui, on est une entreprise franco-allemande d'une 40aine de personnes, avec une entité Basée à Paris? Alors basée à Nantes, proche au siège du groupe, et une autre entité en Allemagne qui est pas très loin de Nuremberg. Merci. Alors on parle de energy harvesting, donc de sources d'énergie. Ce qui est souvent très intéressant, c'est d'essayer de quantifier la quantité d'énergie disponible, parce que justement, c'est des sources d'énergie qui ne viennent pas de piles. Donc, avec le sucre, le glucose, quel est l'ordre de grandeur d'énergie qu'on peut espérer d'un dispositif que vous avez là sur la table? Donc actuellement, on a entre 1 et 10 milliampères-heure de capacité et on peut tirer jusqu'à des milliwatts de puissance en instantané. Et 1 milliwatt, par exemple, de puissance, ça permettrait à des applications de faire quoi concrètement? Donc nous, en interne, on développe des plateformes électroniques, donc avec un microcontrôleur, des capteurs qui récupèrent des données, une mémoire NFC qui permet de stocker les données, les récupérer avec le téléphone, et on travaille aussi sur des technologies RF, comme par exemple le Bluetooth, Sigfox, LoRaWAN. Donc notre cellule permet d'envoyer des données. Et donc, cette source d'énergie, est-ce qu'elle est rechargeable ou est-ce qu'elle n'utilise qu'une fois? Alors nous, vu que c'est basé sur du papier et du carbone, c'est jetable. On a fait des tests, c'est compostable. Donc le but, c'est que c'est pour des utilisations de courte durée et une utilisation. Donc très, très courte, mais on arrive à faire fonctionner l'électronique avec une pastille de quelle taille à peu près? Alors les données que je vous ai données, donc de 1 à 10 milliampères-heure, c'est pour 1 cm² de surface active. Donc comme vous pouvez voir, c'est fin et flexible. Donc on peut les stacker sur le plan Z aussi pour plus d'épaisseur, ou si on veut plus d'énergie, on peut en faire des plus grandes. Merci. L'ERF, un ordre de grandeur de ce qu'on peut faire en captant des ondes d'un émetteur RFID à 3 mètres. Alors, déjà, peut-être pour comprendre qu'il y a très peu d'ondes électromagnétiques et très peu de densité énergétique avec les ondes électromagnétiques comparées par exemple à du solaire ou même à ce type de technologie-là. Donc, quand on veut énergiser de l'IoT, alors donc concrètement pour revenir à notre histoire, en fait, en développant ces deux puces, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de clients qui sont venus vers nous nous disant nous on aimerait énergiser de l'IoT. Des gens qui faisaient du LoRa, du BLE, etc. Et aujourd'hui, on a certains projets qui ont été déployés avec des technologies qui ne sont pas notre technologie WB pour de l'IoT, pour énergiser des capteurs à distance. Les choses qu'il faut garder en tête, c'est quelle est la fréquence, quelle est la bande d'énergie que vous voulez utiliser, parce que c'est comme dans le spectre optique, dans les ondes électromagnétiques, vous avez plusieurs gammes de fréquences, et en fonction des législations des pays, vous allez avoir des puissances maximales autorisées. Donc par exemple, le 2.4 GHz, qui est la fréquence que vous avez sur les box Wi-Fi en Europe et aux États-Unis partout, n'ont pas du tout les mêmes puissances d'émission max aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, dans les salons, c'est du 2 watts, la puissance de votre téléphone portable. En Europe, c'est 150 milliwatts. Donc du coup, vous n'allez pas du tout avoir la même énergie dans l'environnement autour, en fonction de la zone géographique. Donc il faut choisir, si vous voulez un produit qui soit un produit global, vous allez devoir choisir des fréquences qui sont partagées entre les zones géographiques, Europe, États-Unis, Asie, si vous servez ces trois marchés-là, avec des puissances les plus élevées possibles pour pouvoir énergiser derrière des dispositifs électroniques très basse conso. Deuxièmement, il y a la taille de l'antenne. Est-ce que votre produit a une contrainte particulière, surfacique? Aujourd'hui, nos étiquettes, elles font à peu près la surface d'une carte de visite. Avec ça, on va tirer du 0,5 microwatt. Et ça nous permet d'émettre un identifiant à 20 mètres. Okay, et ça nous permet d'émettre un pulse UWB toutes les 2-3 minutes pour pouvoir localiser précisément l'ensemble des assets dans le flux de logistique ou le flux de production. Si la source est beaucoup plus proche, typiquement un portique, on passe sous une entrée d'un bâtiment, en 1 seconde, vous avez une émission, ou 2 secondes, une émission de l'étiquette. Donc en fait, c'est comme un verre qui se remplit d'eau, finalement. On va avoir
Quand vous voulez avoir une fréquence plus rapide d'émission, vous allez ouvrir le robinet. Là, vous vous rapprochez de la source et vous avez une surface, une densité énergétique plus élevée par unité de surface. Donc aujourd'hui, là, nous, on travaille sur des sources d'énergie avec des antennes flexibles sur papier ou sur PCB imprimé classique. On travaille sur des antennes bibandes avec le CNRS, on travaille sur des antennes complexes conjuguées, justement pour optimiser à la fois le diagramme de rayonnement pour collecter dans toutes les orientations possibles du produit. Si on a un produit, une télécommande par exemple chez vous, et sur laquelle vous voulez ne plus avoir à utiliser de pile, c'est tout à fait envisageable aujourd'hui. Mais il faut être sûr que quand vous la posez de n'importe quelle manière que ce soit, elle puisse être énergisée. C'est des dispositifs électroniques qui sont éligibles à de l'énergisation à distance. Une horloge contre mur, typiquement, c'est la même chose, mais beaucoup moins contraignant parce que l'horloge, on va toujours la retrouver en général dans la même position. Donc il y a un champ de possibles qui s'est ouvert pour nous ces dernières années, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont intéressés maintenant pour énergiser dans l'environnement grand public, avec des ondes qui ne sont pas forcément celles qu'on met en œuvre dans notre propre solution, mais qui mettent en œuvre nos propres puces. Merci. Sur les panneaux solaires donc organiques, si j'ai bien compris, avec lumière intérieure ou faible lumière, quelles ordres de grandeur d'énergie vous arrivez à capter et à transférer à un dispositif électronique? Alors, effectivement, sur le spectre lumineux ou infrarouge, alors c'est sûr que ça va beaucoup dépendre de l'environnement d'installation, de l'environnement lumineux d'installation, en fonction de si on a plus ou moins de lumière. Aujourd'hui, en ordre de grandeur, on va dire qu'à 200 lux, on sera capable de produire à peu près 5 microwatts par centimètre carré, et à 1000 lux, environ 30 microwatts par centimètre carré. Et par exemple, cet environnement, c'est combien de lux à peu près? Je pense qu'on est plutôt entre 200 et 300 lux. D'accord. Donc 1000 lux, c'est un bureau bien éclairé? 1000 lux, ou une cuisine ou un bureau bien éclairé, par exemple. Et donc, par centimètre carré, j'ai pas... Donc par centimètre carré de surface active, donc là qui est la surface sombre sur ce module. Et donc de l'ordre du microwatt, c'est ça? Ouais, 5 microwatts, 5 microwatts. 200 lux et 30 microwatts à 1000 lux par centimètre carré. D'accord. Alors ça c'est les ordres de grandeur, on voit que on parle en milliwatts, mais avec une utilisation très courte, ou des microwatts dans le cas des panneaux solaires organiques ou bien de l'ARF. Quel est le coût maintenant qui est nécessaire pour investir, mais aussi le coût d'achat de la matière et de la technologie pour ces applications? Donc, par exemple, si un industriel avait un cas d'usage pour votre pile en papier, quel serait l'ordre de grandeur des budgets d'investissement de R&D, d'intégration, et ensuite d'achat du centimètre carré de glucose? Donc, je tiens à rappeler qu'on est très jeune, on date de mai 2020. Donc, pour le moment, on la vend au prix d'une pile alcaline. Et là, on travaille sur la deuxième génération qui sera imprimée, donc encore plus fine et flexible. Et là, on sera, c'était au prix lithium. Et là, on va descendre au prix alcaline. Donc, pour une utilisation de quelques semaines à quelques mois. D'accord. Et en termes de R&D, il y a un temps projet, un temps de développement nécessaire? Donc là, on est en train de travailler sur la phase d'industrialisation et on pense produire en gros volume, c'est-à-dire plus de 100 000 unités par jour d'ici fin 2023. Et l'industriel lui-même, il a des coûts il a des budgets à vous payer, ou bien il doit investir de son côté? Alors nous, on souhaite produire sur notre site à Grenoble. Donc on fait sous-traiter la machine et on l'aura chez nous. D'accord, merci. Oui, alors nous, c'est pas nous qui développons le produit. En fait, en l'occurrence, avec les capteurs qu'on a développés, capteurs de choc et capteurs de température, c'est avec des partenaires de type CERMA. Donc nous, on met à disposition les puces et le module en fait qui intègre la collecte d'énergie, la remontée via le canal UWB très très basse conso et des capteurs intégrés sur un micro-module. Mais après, le développement du produit, c'est un intégrateur qui va le faire. En l'occurrence, là, pour le capteur de choc, c'est pour le secteur aéronautique. Donc, ils ont des certifications particulières à passer, etc. Et on n'a pas vocation à accompagner des clients sur ces sujets-là. Mais typiquement, pour avoir un ordre de grandeur, ça a pris 6 mois pour faire le démonstrateur, valider, du T0 à la validation des performances. Ça leur a pris après 6 à 8 mois pour lancer l'industrialisation et le développement du produit, pour en faire un vrai produit industriel. Et donc, sur ces phases-là, nous, maintenant, on les accompagne. Et la commercialisation est prévue l'année prochaine. Et l'ordre de grandeur d'une puce de Energy Harvesting? Pour un module, on est sur quelques... Après, ça dépend beaucoup des volumes. Si on est sur 10 unités ou 10 millions d'unités, ça va être des prix très très différents. Mais on va être sur de l'ordre de
entre 50 centimes et 3 euros en fonction de ce qui est acheté. Est-ce que c'est la puce seule? Est-ce que c'est un micro-module? Et quels sont les volumes associés? Merci. Et John, sur vos panneaux? Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'OPV, donc ces modules photovoltaïques, sont totalement industrialisés. Et donc, alors, ce qu'il faut prévoir, effectivement, quand on veut intégrer ce type de module sur ses équipements, sur son électronique, il y aura effectivement généralement un coût de design qui va permettre d'avoir justement une forme totalement sur mesure, qui va permettre d'ajuster des paramètres de tension de sortie, par exemple, pour s'ajuster clairement à l'électronique. Et ensuite, on aura un coût par module, alors qui va beaucoup dépendre de la taille. Donc ça pourra aller effectivement de l'ordre de l'euro en grande quantité, à plusieurs centaines d'euros si on parle de grands modules. Voilà. Mais sur ces petits modules équivalents à cette surface, on sera entre 1 et 5 euros en volume par unité. Donc on a compris la source d'énergie que vous harvestez, que vous cultivez, que vous récupérez. On a l'ordre de grandeur un petit peu électrique pour ceux qui manipulent les milliwatts et les milliampères ou les microwatts. Vous nous avez partagé l'ordre de grandeur de l'énergie, les coûts aussi associés, que ce soit en temps de développement du produit ou du composant lui-même. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de certains cas d'application de vos clients sur ce qu'ils ont fait, peut-être sans les citer, mais quels sont les cas d'application, les exemples d'utilisation de vos technologies? Donc en ce moment, on travaille plutôt dans 2 secteurs, la logistique et le médical. Donc la semaine prochaine, on va faire une POC, donc avec cette carte-là, je ne sais pas si vous voulez la voir. Donc on design les cartes en interne, c'est alimenté par notre cellule. Et donc dessus, on a un microcontrôleur avec plusieurs capteurs, donc humidité, température, lumière et accéléromètre. Et donc la carte se réveille tous les quarts d'heure, récupère ces données, la stocke dans la mémoire NFC. Et si jamais il y a un problème, on peut envoyer une tram Sigfox pour prévenir le client qu'il y a un souci. Donc ça, c'est pour de la logistique, pour du contrôle de température, par exemple, ou du contrôle de choc. Oui, tout ce qui est par exemple rupture de chaîne du froid, chute de colis, des choses comme ça. Et dans le médical, on travaille plus pour les dispositifs médicaux de type suivi de glucose, glycémie pour les diabétiques, ou alors des cathéters connectés qui permettent de prévenir différents types de cancers. Et donc ça va être des preuves de concept qui vont se faire à partir de maintenant jusqu'à dans quelques mois. Vous pensez que les industriels qui vont commercialiser ces dispositifs vont les vendre en production en série à peu près à quelle période? Alors, comme je vous ai déjà dit, notre target, c'est début 2023 pour la commercialisation de masse et donc les premières ventes. Et les volumes considérés par ces industriels, c'est des dizaines de milliers, des millions? C'est des dizaines, voire centaines de millions. D'accord, merci. Eric? Alors, pour le cas d'usage principal, c'est finalement celui qui est dans notre solution. Donc, c'est l'étiquette qu'on a en passif met en œuvre nos puces de collecte d'énergie et l'émission UWB. Donc là, on va le retrouver pour des environnements industriels, des environnements logistiques. Et c'est commercialisé, certifié. On en vend aux États-Unis, en Europe et en Asie. La partie utilisation de ces briques techno dans de nouveaux usages, donc on a comme exemple des capteurs de choc pour l'aéronautique. C'est des capteurs qu'on va retrouver sur des parties de l'avion où on ne peut pas forcément tirer du câble qui représente du poids ou mettre des piles pour des raisons évidentes dans le secteur aéronautique. Et où là, on énergise des capteurs de choc avec un canal retour BLE. On les énergise à quelques mètres. Mais c'est largement suffisant et ça évite de faire de la maintenance derrière sur ces dispositifs-là, devoir remplacer des piles tout au long de la vie du produit. L'autre exemple, c'est des capteurs de température dans le secteur spatial sur des phases d'AIT. Pareil, pour des questions d'installation, on peut laisser ensuite le tag sans pile sur le dispositif et le tag qui est là en consommable, en fait, l'étiquette qui est inconsommable peut être disposée et n'est pas besoin d'être redémonté suite à la campagne d'essai, donc c'est un gain considérable pour le client. On a dans le monde du consumer beaucoup de demandes actuellement et des projets qui démarrent pour énergiser des dispositifs grand public, non pas avec les bandes RFID, mais les bandes 2.4 que vous avez tous chez vous dans votre box qui émettent en continu et qui permettent aujourd'hui avec notre puce d'énergiser des produits très basse conso à une distance de 10 mètres à peu près.
Donc 10 mètres, c'est à peu près le rayon d'une maison, donc ça permet de couvrir pas mal de wearables ou d'électronique très basse conso, de les recharger pour des utilisations ponctuelles. Et voilà pour les principaux cas d'usage. Non, et on a un projet aussi dans le secteur animalier pour le suivi d'animaux qui démarre pour de l'énergisation d'étiquettes aux oreilles des animaux à distance. Et quels animaux de l'élevage? Du cochon. Du cochon, d'accord. Pour ne pas perdre ces cochons. Non, c'est parce qu'en fait, ils veulent pouvoir, à partir du tracking des localisations précises et de la température de ces animaux, détecter des débuts d'épidémie et isoler les animaux malades potentiellement très tôt. Donc en fait, c'est un très très gros marché. Je n'avais pas réalisé la taille de ce marché-là avec des centaines de millions d'animaux à suivre. Et les contraintes sanitaires de plus en plus importantes en Asie, en Europe et aux États-Unis font que c'est un marché particulièrement porteur aussi. Merci. John, sur vos produits, vous avez des cas d'utilisation? Oui, alors dans la continuité des cochons, nous effectivement on a des sujets un peu sur le suivi de bétail, voilà. Pas sur la même chose, mais voilà. Donc là plutôt en extérieur. Et après on a dans tout ce qui est environnement indoor, essentiellement les environnements de bureau. Donc on a des premières applications commerciales avec l'alimentation d'un écran totalement autonome qui est destiné à gérer des salles de réunion. Donc là qui est totalement alimenté par effectivement un module solaire en intérieur. On a également des horloges qui vont sortir totalement autonomes. Et après on a aussi des démonstrateurs sur des capteurs de température, humidité, pression qui peuvent être rendus justement totalement autonomes, fonctionner donc sans batterie dans des environnements lumineux qui vont être à peu près de 300 lux. Et également une application avec un autre partenaire qui est un petit peu différente, qui est des badges Li-Fi. Donc où les badges vont récupérer un signal Li-Fi avec des modules photovoltaïques pour permettre justement de faire de la géolocalisation indoor et puis après de développer de nombreux services sur base de localisation indoor. Alors, je vais poser une question que je ne vous avais pas prévue, que je ne vous avais pas communiqué avant, mais est-ce que dans ces technologies de energy harvesting, vous avez rencontré des cas d'usage qu'on vous a soumis, mais qui n'étaient pas encore possibles avec vos technologies, parce que c'était un peu de la science-fiction et que les clients y rêvaient un petit peu? Quelles sont en gros les limites que vous avez rencontrées dans vos technologies qui ne permettent pas aujourd'hui, en 2021, de franchir? Donc nous, la plus grosse limite, c'est la durée de vie. Donc pour l'instant, on est capé à quelques mois, je dirais un mois et demi. Et donc on travaille dessus pour essayer de réduire l'évaporation, puisqu'on a besoin d'eau pour activer la cellule. Et donc une fois qu'elle est humide, donc les enzymes peuvent bouger et convertir le sucre en électricité. Et donc on est en train de travailler dessus, mais je dirais ça. Oui, donc beaucoup de cas où on dit au client, c'est pas avec ce type de techno que vous pourrez énergiser un produit. Typiquement, un produit qui a une consommation trop élevée, en continu, ou un burst d'énergie qui est nécessaire quand c'est un usage intermittent qui est trop élevé et qui ne pourra pas être supporté. Donc, les premières questions qu'on pose aux clients, c'est quel type de puce de communication ils vont utiliser pour remonter la donnée du capteur, si c'est pour énergiser un capteur ou un dispositif quelconque. Quel est le profil d'usage dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on laisse dormir, un jeu pour enfants, mais qui peut être sollicité pendant 10 heures continues après, ou 3 heures continues, on va dire, ou au contraire, c'est une télécommande. Chaque produit peut avoir des usages très très variables, et du coup, c'est important de bien comprendre ça pour dimensionner et savoir dire très rapidement si on saura faire ou pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au niveau de la collecte d'énergie radio aujourd'hui, en termes de sensibilité et de gain, on a développé, on a d'ailleurs une dizaine de brevets dessus, la meilleure puce de collecte au monde en termes de portée. Maintenant, et c'est pas tout faire non plus, il y a des cas d'usage qu'on ne pourra pas forcément couvrir avec. Et voilà. Avec moi, je dirais que dans la continuité, effectivement, la récupération d'énergie, c'est quelque chose qui doit s'anticiper le plus en amont possible dans les projets. Clairement, non, c'est pas demain qu'on va alimenter votre smartphone avec de l'OPV sur la coque du smartphone. Donc c'est pour ça qu'après, c'est histoire de compromis en fonction de l'électronique utilisée, de sa consommation, des modes de communication, de la fréquence justement de mesure et de remontée de données qui justement devraient être adaptées au mieux en phase de conception pour permettre d'être en lien avec cette récupération d'énergie. Alors ce qui me surprend un petit peu à moitié en vous écoutant, c'est que la plupart des cas d'usage que vous m'avez cités sont plutôt des cas d'usage industriels
ou B2B. Il y a très peu d'energy harvesting dans nos objets du quotidien de tous les jours, dans le B2C. Vous avez une explication pour lesquelles ces technologies de energy harvesting ne se retrouvent pas dans notre vie quotidienne, plus en B2C? Oui, la première, c'est que quand vous regardez l'environnement radio, enfin moi je parle de l'univers collecte d'énergie radio, en Europe en tout cas, alors c'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'on a des autorisations jusqu'à 2 watts, toutes les box Wi-Fi émettent sur du 2 watts aux US, mais en Europe c'est 150 milliwatts, donc ça réduit considérablement les portées et l'exploitabilité de cette énergie. Donc ça c'est un facteur. Après l'IoT, on en retrouve quand même beaucoup maintenant dans l'industrie, mais ça reste des sujets qui sont où la fumée n'est pas retombée. Hein. On voit encore beaucoup de techno, beaucoup de choses et des clients parfois qui commencent petit à petit à déployer des choses, mais ça reste limité. Et on voit par contre une grosse effervescence auprès de consumer electronics aujourd'hui, qui commencent à vraiment investir ce champ-là, parce qu'ils sont poussés par les contraintes environnementales. Aujourd'hui, le marché de la batterie à piles bouton, hein, c'est 80 milliards de piles qui sont vendues chaque année, la moitié qui ne sont jamais recyclées. Et c'est des batteries que vous allez retrouver dans les petits livres pour enfants qui vous chantent des chansonnettes, la télécommande du truc, l'horloge chez vous. Enfin, c'est que des objets qui consomment très peu d'énergie. Mais ces batteries, c'est du lithium, c'est beaucoup de produits toxiques qui se retrouvent dans les décharges. Et ça, c'est un gros problème. Donc, un groupe, il y a une course aujourd'hui, on sent les groupes de consumer electronics. Bah, tout à l'heure, je parlais d'Apple, mais ce n'est pas les seuls. Il y a du Samsung, il y a du Xiaomi qui vraiment investissent ce champ-là pour trouver des solutions, parfois hybrides. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des solutions hybrides, solaires, radio, ou d'autres technos du type de celles présentées à base de sucre, par exemple. Mais je pense que clairement, le futur là, est devant nous et c'est le moment de... C'est ce que vous voyez, John, aussi? Oui, alors je pense que effectivement, les premières applications sont plutôt destinées à l'univers industriel parce que c'est effectivement les acteurs industriels qui vont chercher à faire des économies, à optimiser leur maintenance. Et après, on commence à voir apparaître effectivement dans la partie consumer electronics ces solutions justement pour aller alimenter des horloges, des télécommandes qui vont là servir chez l'utilisateur final pour vraiment optimiser un peu les durées de vie des équipements et éviter justement ce gaspillage de piles qui est pour la majeure partie non recyclé. Alors une dernière série de questions que je vais poser à mes invités, mais on a jusqu'à 45, donc si vous avez des questions autour ou dans la salle, commencez à les préparer, puis je me promènerai avec le micro pour vous donner la parole. Mais je voudrais faire un petit cocorico parce que vous êtes 3 entreprises françaises en fait, c'est ça? Armor et un groupe français. Donc 3 technologies développées en France, 3 entreprises qui se développent avec des salariés français. Quelle est votre concurrence au niveau européen, au niveau mondial? Quel est l'avenir de votre société vis-à-vis de cette concurrence? Alors nous pour l'instant on est les seuls à faire des biopiles, des piles compostables. Et, on verra ce que nous réserve l'avenir. Bravo. Alors, dans le domaine de la collecte d'énergie radio, il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs au niveau puce. J'en ai vu certains qui sont très bien d'ailleurs, qui s'appellent EPIS, qui sont en Belgique. Il y a des gens comme Analog Device, Texas Instruments, N-Ocean, PowerCast. Donc il y a 5-6 sociétés au monde. Sur ce qu'on fait en termes de sensibilité, on a probablement la meilleure pile, mais un besoin client peut être très variable. Donc je vous invite à contacter aussi ces sociétés-là. Ils peuvent avoir des solutions intéressantes pour vous. On est sur une première mondiale, on en est très fiers. Maintenant, il faut quand même être conscient qu'en France et en Europe, au sens large, ça reste très compliqué de développer des sociétés dans le hardware, dans l'électronique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a aucune qui ait atteint des tailles critiques depuis 15 ans. Vous regardez le top 100 des entreprises de la tech qui comptent dans le monde, il y en a 50 américaines, 50 chinoises. Donc oui, on a beaucoup de créations en Europe, beaucoup de gens qui ont du génie. Mais le problème du financement et de l'industrie électronique est un gros problème pour l'Europe. Ça, c'est un problème qui est aussi lié au fait que c'est un marché moins d'early adopters. Le marché chinois et le marché américain sont plus à prendre des risques en termes d'investissement, aussi bien de la part des industriels. Donc tout ça sont des obstacles en tant qu'entrepreneur. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais vous épargner ça, ce n'est pas le sujet de la discussion. En tout cas, oui, l'Europe est innovante. Et heureusement, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. On le voit au niveau de la microélectronique, par exemple. L'Europe se mobilise, la France se mobilise, beaucoup de pays se mobilisent parce qu'on a pris conscience du retard maintenant qu'on a sur le semi-conducteur, par exemple, notamment. Alors sur la partie investing solaire, effectivement, il y a des concurrents en France, en Europe et quelques-uns à l'international.
Alors soit sur effectivement les mêmes technologies de photovoltaïque organique. La différence aujourd'hui, c'est qu'on est les seuls à avoir industrialisé vraiment la production de ces modules. Et par rapport à d'autres technologies solaires, on est aussi sur l'organique photovoltaïque sans utilisation de métaux rares, donc ce qui permet d'avoir quelque chose vraiment bas carbone en termes de production. Et aujourd'hui, la majeure différenciation qu'on a, c'est justement cette capacité à avoir des modules totalement freeform et totalement à la demande, ce qu'aujourd'hui on est les seuls à faire. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, le public. Est-ce que vous avez des questions complémentaires pour nos invités? Soyez pas timides. Non, ils ont répondu à toutes les questions que vous aviez en arrivant ici. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc j'en profite, je ne me suis pas présenté. Je suis donc Richard Fan, l'animateur de cette conférence. Je suis le fondateur d'un bureau d'études qui s'appelle Inventis. On est exposant au Ouest 206 à côté du stand de ST. Si vous souhaitez développer des produits qui intègrent ces technologies ou d'autres wireless, passez nous voir. Je crois qu'on a terminé, si vous n'avez plus d'autres questions. Et je vous remercie. Et Pardon, merci si je peux juste rajouter, on a aussi un stand, absolument en face de chez nous. en face de chez vous, au W305. Donc si vous voulez parler énergie harvesting, vos produits, vos usages, vous êtes les bienvenus. Et vous avez un stand aussi, non? Moi, j'ai pas de stand, mais j'ai laissé des cartes de visite là, je pense. Très bien. Et on les connaît très bien, on est voisins, donc n'hésitez pas et on vous mettra en contact. Vous avez un stand? Et alors oui, le stand ASCA est totalement à l'opposé en E241B. Voilà. Très bien. Donc, Merci à vous. Merci À la vous. prochaine. beaucoup. Merci. Au revoir.